Ok, donc aujourd'hui, à la suite des autres modules qu'on a vus, nous abordons le module 7 qui traite du stockage sur Azure. Alors, quand on parle de stockage sur Azure, je vous ai toujours dit, Azure même en tant que tel, c'est une infra, hein, une infra, mais à très grande échelle, comparé à nos infras qu'on a, hein, dans nos entreprises. Voilà, donc, quand on parle de stockage, c'est un peu à l'image de ce qu'on a chez nous. Mais sauf que là-bas, la technologie diffère et puis les outils aussi seront différents. Sinon, derrière, c'est les mêmes boîtiers de disques. Hein, comme vous le connaissez là, si c'est chez HP, on a les D2700, chez NetApp, chez IBM. C'est les mêmes équipements de stockage qui sont derrière. Mais il y a des outils qui nous permettent de virtualiser ces stockages-là. Voilà. Donc, chez Azure, c'est comme ça. Donc, on va voir ce que c'est qu'un compte de stockage et puis les différents types de comptes de stockage. On va mettre l'accent sur le blob. Ensuite, on va configurer la sécurité du stockage. Et un autre type de compte de stockage qu'on appelle Azure File, qui nous permet de faire le partage de fichiers, hein, comme ce qu'on a l'habitude de faire sur nos serveurs de fichiers. Donc, voilà un peu. Donc, le compte de stockage lui-même en tant que tel. Alors, je vais vous donner, enfin, poser une question d'abord, ceux qui ont déjà fait la remarque. Quand vous installez un serveur premièrement, alors, vous constatez que dès que enfin, l'image ISO se décompresse, tout ce que vous avez coché est installé, dès que vous vous connectez au serveur, vous vous rendez compte que vous voyez les disques. Euh, Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. C'est-à-dire que normalement, vous devez, enfin, si on veut procéder dans l'ordre, il devait y avoir un outil qu'on installe d'abord qui nous permet de voir les disques avant de pouvoir installer l'OS. Mais avec Microsoft, tout ça est embarqué, hein, dans l'ISO qu'on installe. Pardon. Donc, du coup, euh, ce qu'on appelle le compte de stockage ici, là, quand vous installez Windows Server, par défaut, il y a un rôle qu'on appelle un serveur de fichiers. Bon, ça dépend, hein, ça a évolué. Sinon, c'est serveur de fichiers et d'impression, bien File and Printing Service, pardon, rôle, ou bien ça a évolué, c'est devenu serveur de fichiers et de stockage. Vous voyez que par défaut, ce rôle est couché. Donc, c'est ce rôle-là. Si tu veux, c'est son image qui est le compte de stockage. Vous voyez, si ce rôle n'était pas par défaut couché, on n'allait pas pouvoir voir et les disques et puis et les dossiers par défaut, les dossiers système qui sont créés sur ces disques-là. Et c'est la même chose chez Azure. Donc, chez Azure, avant qu'on ne puisse écrire quoi que ce soit des logs, que ce soit une base de données qu'on veut créer, que ce soit des mails, que c'est tout ce qu'on veut faire avant de pouvoir adresser quoi que ce soit à un stockage, il faut qu'il y ait d'abord un compte de stockage. Ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec les partitions qu'on crée, les volumes qu'on crée, non. Mais du point de vue logiciel, il faut un compte de stockage. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Windows Server. Par défaut, ce rôle est coché, nous permettant de pouvoir voir les disques, ainsi de suite, et puis faire le reste qu'on veut faire après. Donc, chez Azure également, il faut, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est la première des choses à faire. Pour ceux qui se souviennent, lorsque on était en train de faire le premier lab, on vous avait demandé, quand vous êtes connecté là, il y a une fenêtre, enfin, contextuelle qui est sortie, qui vous a demandé, hein, de créer un compte de stockage. Bon, il y a des gens qui ont fait ignorer après, ça leur a créé des problèmes. Ceux qui ont bien suivi, ça a créé le compte de stockage. Ça veut dire que dès que vous vous connectez sur Azure pour la première fois,
Même vos paramètres de connexion, ça doit être stocké quelque part. Chaque fois que vous prenez la souris, vous cliquez sur un objet, ça génère des logs. Il faut que ces logs-là soient stockés quelque part. Quand vous faites une configuration, ça génère des logs. Il faut que toutes ces informations soient stockées quelque part. Mais avant de faire tout ça, il faut qu'il y ait un compte de stockage qui vous permet de pouvoir manager, hein, les disques, les volumes qui sont derrière. Donc, c'est un peu ça le rôle du compte de stockage. Donc, ça vous permet d'utiliser pour stocker des fichiers, des messages, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, je donnais l'exemple aussi à un groupe avant vous que le compte de stockage ressemble un peu au système de fichiers. C'est-à-dire que il va vous dire comment votre stockage sera utilisé. Quels sont les types de données que tu pourras mettre sur les stockages que tu vas disposer dans Azure. C'est un peu ça aussi. Donc, le compte de stockage, c'est ça. Le système de fichiers vous dit comment vos données doivent être stockées sur un disque. Hein, les partitions, les volumes, les secteurs, tout ça. C'est la même chose. Donc ici, si ce sont des images qui doivent être stockées, il y a le type de compte de stockage à créer. Si ce sont des mails, il y a le type de compte de stockage à créer. Voilà. Si ce sont des bases de données, il y a le type de compte de stockage à créer. Donc c'est un peu ça. Alors j'ai pris le temps pour expliquer tout ça pour que vous compreniez. Dans Azure, on a quatre types de comptes de stockage. On a ce qu'on appelle les conteneurs, on a les tables, on a les files d'attente et puis on a les fichiers. Alors les conteneurs, ça ressemble un peu à nos dossiers qu'on a. Ils nous permettent de stocker des données à l'intérieur de ces conteneurs-là, simplement. La particularité de ces conteneurs, c'est que quand vous décidez de créer un compte de stockage en conteneur, vous ne créez pas le compte de stockage et puis directement vous stockez les données. Il faut que, après avoir créé le compte de stockage, vous créez ce qu'on appelle des conteneurs. Donc, c'est à l'intérieur de ces conteneurs que vous stockez les données. Donc, ici, les conteneurs, je donne toujours des images. C'est un peu comme les dossiers qu'on a sur nos ordinateurs ou nos serveurs. Donc, tu peux créer des conteneurs dans des conteneurs, ainsi de suite. Voilà. Comme on le fait avec les partages de fichiers. Mais, sauf que ici, il n'y a pas de partage en tant que tel, mais on crée des conteneurs qui sont comme des dossiers à l'intérieur desquels on va stocker nos données. Maintenant, quels sont les types de données que les conteneurs peuvent accueillir? Voilà. Donc, des données de type texte ou binaire ou bien d'autres. On a les tables qui sont utilisées pour stocker tout ce qui est base de données, si vous voulez. Hein. C'est pourquoi on parle de structuré ou non relationnel, parce que les bases de données, on a les bases de données relationnelles, non relationnelles, ainsi de suite. On a les files d'attente qui sont utilisées pour stocker toutes les informations. Hein. On parle de messagerie, c'est les logs qui sont échangés, ou bien les informations qui sont échangées entre hein, des composants d'application ou bien entre des ressources hein, sur Azure. Maintenant, le fichier fait référence à nos partages de fichiers ou bien nos partages de dossiers qu'on a sur un serveur de fichiers. Ça fonctionne exactement de la même chose, sinon de la même manière. Sauf que ici, on est sur Azure. Donc, quand vous créez un compte de stockage file, c'est que c'est pour partager un dossier. C'est ce que vous devez retenir. Les types de comptes de stockage. Alors, par défaut, Azure a un service qu'on appelle Storage Service Encryption, hein, qui vous permet de, de crypter ou bien de chiffrer toutes les données qui vont être enregistrées ou bien manipulées à travers le compte de stockage que vous créez. Donc, ce n'est pas à vous, sinon ce ne sera pas à vous d'aller importer sur Azure
un système de chiffrage, bon, à moins que vous soyez assez robuste, je vais parler peut-être en termes de taille et puis en termes de finances, hein, c'est-à-dire que vous pouvez définir vos règles et ainsi de suite. Sinon, par défaut, hein, le Storage Service Encryption est là pour chiffrer toutes les données qui vont être manipulées dans le cadre d'un compte de stockage. Donc, dans le fonctionnement, chez Azure, on va avoir, hein, en général affaire à ce type de compte de stockage que je vous aime. Donc, on a les comptes de stockage en conteneur, table, hein, file d'attente et fichier. Maintenant, dans l'usage, dans la pratique même en tant que tel, on aura le compte de stockage à usage général, bien General Purpose V2 en anglais, hein, donc vous allez voir. Lui, il va être utilisé dans la plupart des cas, des scénarios. Donc, du coup, retenez très bien, General Purpose V2 va être utilisé dans la plupart des scénarios parce que lui, il est capable de stocker non seulement des, des fichiers en blob, c'est-à-dire en conteneur, il peut faire le partage des fichiers, il peut gérer les flux d'attente, il peut gérer les bases de données, ainsi que le data lake storage. Donc, du coup, c'est lui qui sera le plus souvent utilisé. Mais, je peux dire à l'exception près, si cela est nécessaire, on peut avoir besoin des autres comptes de stockage, comme par exemple le blob, le bloc premium qui est utilisé, hein, lorsque on veut faire des transactions avec des débits très élevés. Voilà. Où on veut qu'il y ait, je peux dire, un temps de latence très moindre. Donc, dans ce cas, on peut utiliser les objets blocs de bloc premium. Bon, ça, c'est un peu rare. Ensuite, le partage des fichiers. On peut avoir besoin du partage des fichiers si on veut partager un dossier qui est par exemple sur Azure avec des ordinateurs qui sont on-prem, ou bien même sur Azure avec des PC, ou bien si on a des dossiers en local qu'on veut partager avec des VM et autres, ou bien des applications qui sont sur Azure. Donc, le partage de fichiers ou bien le file share va être utilisé dans ce cadre-là. Ou bien on a les objets blob de page premium. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est le niveau, hein, supérieur à la deuxième ligne, c'est objet bloc de bloc premium. Donc, ce que vous aurez à utiliser le plus souvent, ce sera le premier, General Purpose V2, qui est capable de traiter tout type de données. Et puis, on a l'avant-dernier pour faire le partage de fichiers. Ce que vous devez retenir, c'est que un compte de stockage en partage de fichiers est toujours en premium. Voilà. Il n'y a pas version standard, c'est toujours en premium. Alors, ici, je vous recommande de prêter beaucoup attention. Ici, on nous explique sinon euh, les stratégies de réplication. Donc, quand on a des stockages sur Azure, ou bien pendant qu'on est en train de créer un compte de stockage qui va nous permettre de stocker nos données, on va choisir le modèle de réplication. Je vous ai dit ça le premier jour. Donc, si vous voulez que vos données soient à l'intérieur d'un seul data center, Azure va obéir. Mais on vous donne les pour et les contre, hein, de chaque stratégie de réplication. Si vous voulez que vos données soient à l'intérieur de trois data centers dans une région, au-delà de trois data centers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les modèles de réplication définissent comment nos données vont être reparties. Bon, pas reparties, mais répliquées ou dupliquées. Ce sont les mêmes données, mais que Azure va dupliquer dans d'autres data centers, ainsi de suite. Le premier modèle, le LRS. Le LRS vous donne trois copies de vos données, mais à l'intérieur d'une même région. Alors, une région, on a vu, ça part d'un data center à trois data centers.
Et dans chaque data center, on a ce qu'on appelle les availability zones, zones de disponibilité. Donc, ce que j'ai appelé silo la dernière fois. Donc, dans chaque data center, on a deux zones de disponibilité. Donc, à l'intérieur d'une région qui a trois data centers, ça fait six zones de disponibilité. C'est bon? Non, pardon. Ça fait six silos, mais qui font trois zones de disponibilité. Voilà. Puisque une zone de disponibilité est constituée de deux data centers virtuels. Voilà. Donc, je rectifie. Une zone de disponibilité, si tu veux, c'est un data center physique à l'intérieur duquel se trouvent deux data centers virtuels. Donc, le LRS, trois copies à l'intérieur d'une région, mais on ne vous précise pas si c'est une région avec un seul data center, une région avec deux data centers, une région avec trois data centers, on ne vous dit pas. Donc, les données sont protégées contre les différences du disque, du nœud et du rack. Donc, ça veut dire que vos données dans une baie, pour ceux qui maîtrisent les baies, euh, on ne va pas mettre les disques, ce qu'on appelle contigus, c'est-à-dire que les disques se suivent. Donc, les données seront réparties sur des disques séparés, hein, dans des blocs. Ensuite, dans le même rack, les données seront répliquées c'est-à-dire que d'une baie à une autre qui est peut-être supérieure. Dans le même data center, les données seront répliquées d'un rack à un autre rack. Donc, vous voyez, le niveau de sécurité est déjà très élevé. Mais on va aller encore plus loin. Ça inclut également le RAID supérieur à double parité. Donc, le RAID supérieur à double parité, c'est normalement le RAID 1, c'est euh, un RAID avec deux disques. Maintenant, quand on dit RAID supérieur à double parité, ça veut dire il y a un troisième disque qui s'ajoute. Donc, c'est le RAID du RAID. Donc, du coup, si le premier disque tombe, le second disque est disponible pour qu'on ait accès à nos données. Si le deuxième disque tombe, il y a toujours un troisième disque qui est là. Donc ça, déjà, c'est le premier niveau du LRS. On a le ZRS. C'est trois réplicas de nos données dans trois zones. Donc là, on nous précise maintenant que c'est dans trois zones. Or, trois zones représentent une région pleine de trois data centers. Donc là, c'est un peu plus précis. Protège contre les différences des disques, comme j'ai expliqué, écriture synchrone. Bon, voilà. Alors, écriture synchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données sont répliquées à l'instant. Hein. À l'instant T, quand tu es en train d'écrire dans le Z1, les données sont automatiquement répliquées dans Z2 et Z3. Voilà. Il n'y a pas une différence de temps. Ensuite, on a le GRS. Le GRS, c'est le LRS en, si tu veux, en double. Mais avec une particularité, c'est que il y a la réplication entre les trois premières copies et les trois secondes copies est asynchrone, c'est pas synchrone. Voilà. Donc, ça veut dire que les données sont d'abord copiées sur les trois euh, premiers, je peux dire, réplicas. Ensuite, une fois que la copie est terminée, c'est répliqué maintenant vers le secondary. Voilà, c'est une part d'asynchrone. Donc, tu as six réplicas répartis en deux régions. Ici aussi, on ne te précise pas si c'est des régions avec un seul data center ou bien deux data centers ou trois data centers. Voilà. Le RAGRS, c'est le GRS, mais sauf que dans la seconde copie, on a un accès en lecture seule. Pendant que le GRS, on n'a pas d'accès sur la seconde copie. Donc, si toutefois il y a un problème sur la copie principale, on va demander à Azure de nous mettre à disposition la seconde copie. Or, dans le RAGRS, on a la copie principale et sur la copie secondaire, nous-mêmes, on a un accès en lecture. Voilà. Ça peut aller? OK. On poursuit. Ensuite, on a d'autres combinaisons. Le GZRS.
Donc, tu as 6 réplicas, mais sauf que cette fois-ci, tu as 3 réplicas dans, euh, comment je peux appeler ça? Dans une, dans une région, hein, où on a 3 data centers, et puis tu as 3 autres réplicas secondaires dans une autre région, mais là, on ne te précise pas si c'est un data center, si c'est 2 ou bien c'est 3. Donc, c'est la combinaison du LRS et du ZRS qui donne le GZRS. Ensuite, la combinaison du ZRS avec, si vous voulez, une partie du RAGRS qui donne le RAGZRS. Donc, là, on a un accès en lecture sur la seconde partie. Alors, est-ce que jusque-là, ça va? Si ça va, on peut continuer. Ensuite, comment est-ce qu'on accède à nos stockages dans Azure? Donc, on a vu là que dans Azure, pour pouvoir stocker les données, il faut au préalable un compte de stockage. On a vu que les comptes de stockage existent soit en conteneur, en file, en table ou bien en queue. Ensuite, dans la pratique, on va utiliser généralement le General Purpose V2 qui est capable de traiter tous les types de données, ou bien le file share pour faire le partage de fichiers. On vient de voir les types de réplication, c'est-à-dire que lors de la création de notre compte de stockage, ce qu'on aura choisi comme modèle de réplication, c'est comme ça que nos données seront reparties dans Azure. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a créé nos comptes de stockage, tout, comment faire pour accéder maintenant au stockage en tant que tel? Donc, par défaut, Azure va nous donner des liens, des URL qui vont nous permettre de pouvoir accéder à nos stockages. Et ces URL-là, en général, je dis par défaut, parce que ça ne change pas. La seule partie qui change, c'est le nom que vous donnez à votre compte de stockage. Donc, si vous appelez votre compte de stockage, par exemple, Data, je sais pas, Data One, pour accéder au conteneur, si vous créez un compte de stockage en conteneur, on aura https data one qui est mon compte de stockage, .blog.core.windows.net. Vous voyez que ici, le nom de domaine qui est utilisé, c'est windows.net. Donc, dans Azure, je vous ai dit, donc faites beaucoup attention. Il y a des services qui sont, je ne dirais pas de bas niveau, mais qui sont par région, par zone. Il y a des services qui sont directement embarqués dans le backbone. Donc, ici, vous voyez qu'on ne parle même pas de ton tenant, ni de ton nom de domaine. Même si après, tu peux changer. Mais par défaut, on te met directement sur le core Windows.net. Donc, ça veut dire que c'est un service niveau supérieur, puisque là, on accède, sinon on transite carrément dans le backbone d'Azure. Ensuite, quand il s'agira d'une table, c'est la même chose. C'est dataone.table.core.windows.net. Une file d'attente, dataone.q, ainsi de suite. Point partage de fichiers, dataone.file.core. Donc, c'est ces URL que vous voyez là, ça ne change pas. C'est la partie mon compte de stockage qui est personnalisé lors de la création de votre compte de stockage. Sinon, tout le reste reste tel. Maintenant, si vous êtes dans une organisation qui veut personnaliser tout, hein, par exemple, vous avez un nom de domaine personnalisé, ainsi de suite, mais il faut que ce soit un nom de domaine public qui est routable. Donc, dans ce cas, vous allez personnaliser en ajoutant le nom de domaine. Vous faites un enregistrement CNAME
hein, avec votre nom de domaine. Et puis, désormais, au lieu que, si vous voulez, c'est un peu comme un réseau, on appelle ça je sais pas si je dois appeler le NAT. C'est-à-dire que vous faites l'enregistrement blog.contoso.com, mais la cible, c'est contoso, blog.blog.com. Donc, en réalité, le blog.core.windows.net ne disparaît pas. C'est lui qui tient le compte de stockage. Mais pour une question comment je fais dire ça? Euh, question de pratique, hein, pour que les gens euh, arrivent à mieux cerner, mieux comprendre, ou bien, bon, voilà, qui se retrouvent. Voilà, on met Contoso. Mais en réalité, quand vous adressez Contoso, derrière, c'est le blog.core.windows.net qui va répondre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour la sécurisation, hein, des stockages dont je parlais, lorsque vous créez un compte de stockage, vous pouvez déjà, pendant la création, définir certains éléments pour la sécurisation. Donc, on a ce qu'on appelle les points de terminaison de stockage. Endpoint. Hein. Alors, qu'est-ce que ces points de terminaison vont faire? Ces points de terminaison vont nous permettre de définir quels sont les réseaux à partir desquels, ou bien des sous-réseaux à partir desquels on peut accéder à aux données qui seront traitées par notre compte de stockage qu'on crée. Donc, je peux dire par exemple, mon compte de stockage que j'ai créé, Alpha One par exemple, ne peut être accédé que par un sous-réseau spécial. Donc ici, j'active, hein, ce sous-réseau-là, ou bien des IP que je vais indiquer, ainsi de suite. Mais toujours est-il que on peut toujours définir quel sinon quels sont les réseaux qui sont capables d'atteindre les données qui seront manipulées par notre compte de stockage. Voilà. Donc voilà un peu. Et pour approfondir, comme je l'ai dit, on va voir de manière spécifique le blob. Alors, le nom blob, pour ceux qui savent et ne savent pas, voilà. Le blob, c'est une espèce qui n'est ni végétale ni animale, qui se nourrit de tout. Bon, c'est pas un gros machin, hein, c'est juste un peu comme le creux de la paume, un peu plat, qui est un peu verdâtre, un peu comme les petits trucs qu'on voit sur les troncs des arbres, là. Mais ce n'est ni un végétal ni un animal. Et une fois qu'il se colle à quelque chose, il tire sa nourriture de là où il est collé. Voilà. Et il est capable de prendre toutes les formes possibles. Voilà. Bon, pas comme une pieuvre. Mais, donc, c'est à l'image de ce fonctionnement-là que Microsoft a choisi le nom Blob. Pour dire que le compte de stockage en Blob doit être, si vous voulez, capable de gérer tout. C'est-à-dire que se transformer, pour gérer des images, pour gérer des streamings, pour gérer des binaires, pour gérer du texte, ainsi de suite. Donc, le Blob, par définition, peut supporter tout type de données, structurées ou non structurées. Voilà. Donc voilà un peu ça, ce que c'est que le stockage en bloc. Et les utilisations courantes, hein, vous le voyez. Donc, si vous voulez utiliser des images ou des documents, hein, que vous pouvez mettre à disposition dans un navigateur, vous pouvez utiliser le bloc. Par exemple, vous avez une ferme de VM qui gère une application web. Derrière, vous pouvez avoir un stockage sur lequel vous déposez des images, des films, hein, et que les utilisateurs vont utiliser. Vous pouvez utiliser le blob. Voilà. Un exemple, hein, du blob que vous connaissez, mais peut-être que vous ne savez pas, c'est euh, Netflix.
Et aujourd'hui, beaucoup petites chaînes hein, de télévision commencent à utiliser un peu ça, un peu Canal, mais c'est Netflix qui a compris ça très tôt. Donc, stockage de fichiers pour un accès distribué. Donc, ne pensez pas que Netflix a plusieurs serveurs dans le monde ou bien non. C'est un seul serveur. C'est un seul film. C'est pourquoi ils ont l'argent. C'est un seul film, un peu comme Canal fait passer un film ou bien une émission. C'est un seul film. Et comme le blob permet ce qu'on appelle l'accès aléatoire, la lecture aléatoire, donc du coup, pendant que un utilisateur qui est en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il est 8 heures, il commence à regarder le film, un utilisateur qui est en Chine, peut-être qu'il est au milieu du film, l'autre est au Canada, et à la fin du film, mais c'est le même film qui roule. C'est comme si vous avez votre PC, vous lancez un film, et puis, pendant que vous commencez à regarder au début, le même film, hein, un utilisateur est en train de regarder la fin, l'autre en train de regarder l'image, il y a un qui peut revenir en arrière, il peut mettre pause, mais sans que cela ne dérange qui que ce soit. C'est un peu ça le fonctionnement du blog. Donc, Netflix a eu le nez creux, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, moins d'efforts, beaucoup de clients et beaucoup d'argent. Voilà. Donc, on peut l'utiliser également pour stocker des données de sauvegarde. Voilà, quand on fait les backups, on peut utiliser le blob. Pour la reprise d'activité et l'archivage. Donc, la reprise d'activité, c'est euh, quand on fait les PRA, hein, plan de reprise d'activité. Voilà. Si on veut archiver les données, voilà. On peut l'utiliser également pour stocker des données pour l'analyse, hein, par un serveur local ou hébergé par Azure. Donc, si vous avez par exemple des, des logs ou bien un serveur, vous pouvez mettre en place un serveur de logs, hein, pour stocker ces logs-là et les analyser. Vous pouvez utiliser le blog. Voilà, il y a beaucoup d'utilisations. Donc, vous voyez que l'exemple ici, le compte de stockage, c'est production. À l'intérieur, on crée des conteneurs, comme je l'ai dit. Donc, il faut créer d'abord des conteneurs et c'est à l'intérieur de ces conteneurs qu'on met les données. Donc, ici, on a conteneur image. Ensuite, on a mis des images. Conteneur film, on a mis des films. Comment on crée un conteneur? C'est simple, hein? Donc, on peut le savoir sur Azure. Voilà. Nouveau conteneur, vous lui donnez un nom. Et puis, vous choisissez le niveau d'accès. C'est le niveau d'accès qui est, je peux dire, je ne dis pas compliqué, mais le plus important parce que si vous n'avez pas mis le bon niveau d'accès, bon, vous-même, vous avez créé votre conteneur, mais c'est pas sûr que vous puissiez avoir accès ou bien le résultat escompté soit là. Donc, il faut faire attention lorsque on est en train de définir le niveau d'accès d'un conteneur. Alors, quels sont les niveaux d'accès qu'on a? Lorsque vous choisissez un niveau d'accès privé, c'est-à-dire qu'à part vous seul, personne d'autre ne peut accéder à ce conteneur, sinon au contenu de ce conteneur. Si vous choisissez l'objet blob, accès en lecture anonyme pour les objets blob uniquement. Donc, l'objet blob va autoriser un accès en lecture seulement, mais pour les objets blob anonymes, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'identifier. Conteneur, c'est aussi un accès en lecture, mais pour d'autres conteneurs et les objets blob, bien sûr, on n'aura pas besoin de s'authentifier également. Donc, voici les différents niveaux d'accès qu'on peut paramétrer sur un conteneur. Mais sachez également que à l'intérieur d'un compte de stockage, comme je l'ai dit, on peut créer autant de conteneurs qu'on veut. C'est illimité. Voilà, c'est illimité. Et les conteneurs peuvent contenir autant d'objets blob que nous-mêmes on veut. Voilà. Tant que vous avez suffisamment d'argent pour payer Azure, voilà, ils vont vous mettre à disposition le stockage qu'il faut. Donc, quand on utilise les conteneurs, nombre de conteneurs illimité,
et le nombre d'objets blob illimité. Voilà. Et quand on crée également euh, nos, nos conteneurs, le niveau d'accès qu'on définit, ensuite, on peut également définir le niveau d'accès de nos objets blob. Donc, le niveau d'accès du conteneur, ensuite, niveau d'accès de nos objets qu'on met dans le conteneur. Donc, ne confondez pas. Donc, pardon. Lorsqu'on crée le conteneur, on peut définir un niveau d'accès, soit privé, objet, blob ou conteneur. C'est les trois. Et les objets qu'on met maintenant dans les conteneurs, on peut paramétrer leur niveau d'accès. Ici, le niveau d'accès des objets nous permet de gérer, si vous voulez, le fonctionnement, hein, de nos données, comment nos données vont évoluer, hein, dans le cadre de notre compte de stockage, ou bien gérer aussi le cycle de vie, hein, gérer aussi le cycle de vie. Donc, par défaut, quand vous créez, quand vous êtes en train d'ajouter un objet blob, vous pouvez définir le niveau chaud, qu'on peut appeler élevé. Alors, le niveau chaud dit quoi? Vos données sont consultées ou modifiées fréquemment. Donc, lorsque ce sont des données qui vont être couramment utilisées, comme par exemple euh, un système d'exploitation, ou bien un fichier qui est en permanence consulté, modifié par les utilisateurs 24 heures sur 24, ainsi de suite. Donc, on va utiliser le niveau chaud. Et ce que vous devez savoir, c'est que chaque niveau que vous choisissez correspond à un type de disque derrière. C'est ce que je vous expliquais. En réalité, il y a des stockages derrière. Donc, le niveau le plus élevé correspond à des disques SSD, hein, on va appeler Ultra ou bien Flash SSD. Et ces disques-là, non seulement sont plus rapides, mais quand vous les utilisez, ça coûte cher. Donc, chaque fois que vous êtes en train de faire un paramétrage, vous devez vous souvenir de ça. Le niveau réduit ou bien niveau sporadique sont des données qui sont consultées de temps en temps dans l'espace de 30 jours. Voilà. Donc, par exemple, on a des documents qu'on regarde de temps en temps. Eux, ils vont correspondre au niveau SAS, les 10 SAS. On a le niveau froid. Le niveau froid, ce sont des données qui sont sollicitées ou modifiées dans l'espace de 90 jours. Donc, il y a les SAS aussi, il y a des SATA qui peuvent supporter ces données. Le niveau archive, les données qui sont, je peux dire, consultées ou modifiées dans l'espace de 180 jours au-delà. Ces disques-là vont être, pardon, les disques qui correspondent à ce modèle, on les appelle les NL. Ce sont de très gros disques de très grande capacité et très lents. Voilà. Et moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Allô? Oui, Ah oui, pardon, merci. Du coup, ça, pour ce cas-là, on utilise pour l'archivage de longue durée et du grands archivages. c'est ça. Oui. Ok, merci. Maintenant, même l'archivage, on peut aussi paramétrer, comme je l'ai dit, on peut paramétrer le cycle de vie. Donc, je crois qu'on va voir où tu peux dire, bon, au-delà de 180 jours, bien au-delà de, par exemple, 5 ans, que Azure supprime ces données. Alors, pourquoi il faut paramétrer cela? Parce que si, comme je l'ai dit, derrière, il y a des modèles de disques qui sont utilisés. Donc, chaque modèle de disque, en fonction de sa performance, il y a un coût. Quand vous stockez les données avec le niveau le plus élevé, le prix n'est pas identique avec, par exemple, le niveau froid ou bien l'archive.
Donc, plus vos données seront dans la partie élevée, vous paierez plus cher. Quand vous descendez vers l'archive, hein, le prix descend aussi. Voilà. Maintenant, si vous pensez que c'est des données qui ne vont pas être utilisées pendant longtemps, vous pouvez paramétrer aussi la suppression. Voilà. Ça aussi, Azure sait le faire. Donc, c'est très important, j'insiste, parce que vous, en tant que IT, et je reviens toujours sur la même chose, votre rôle principal n'est pas, ou bien ne sera pas forcément de venir vous asseoir devant votre écran et de prendre la souris chaque fois en train de faire des paramétrages. Non. Votre rôle sera, par exemple, d'orienter, hein, le top management, de leur donner les bonnes informations afin qu'ils fassent aussi les bonnes décisions. Mais si vous ne savez pas et vous ne leur dites pas, bon, ils vont faire des choix, mais qui vont vous coûter beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ayez tout ça à l'esprit. Et donc, le cycle de vie dont je vous parlais, donc on peut décider, hein, tu peux dire, bon, euh, alors ici, vous définissez le niveau d'accès pour les données. Maintenant, si vous ne définissez pas, hein, les mouvements ou bien le cycle de vie, une donnée que vous avez mis dans la partie élevée va rester toujours dans la partie élevée, même si vous n'utilisez pas, et ça va vous coûter de l'argent. Donc, autant vous définissez le niveau d'accès, il faut aussi paramétrer, hein, les règles de gestion du cycle de vie, de sorte à ce que tu lui dis, bon, écoutez, j'ai des données qui sont dans la partie élevée, mais si je fais par exemple 3 4 jours sans les toucher, pour les déplacer vers la partie froide. Ça, Azure le fait pour toi. Donc, du coup, si tu fais 3 4 jours sans les utiliser, Azure te permet d'éviter d'être payé plus cher. Voilà. Et de payer, par exemple, pour la partie froide que d'être dans la partie élevée. Voilà. Si ce sont des données qui vont plus être utilisées, comme je l'ai dit, tu peux dire, bon, les données au-delà de 5 ans, je crois que dans la majeure partie des pays, la législation dit qu'il faut conserver les données de déjà pendant 5 ans. Mais bon, à part prendre les données, je peux dire médicales ou bien bancaires, mais au-delà de 5 ans, vous pouvez demander à Azure de supprimer. Parce que même si c'est dans l'archive, que ça ne vous coûte pas trop, mais ça vous coûte quelque chose. Voilà. Mais si ce n'est pas élevé, mais ça vous coûte quelque chose. Donc, il faut paramétrer. Par exemple, tu diras à Azure que, bon, les données modifiées pour la dernière fois, il y a par exemple 10 jours, pour les déplacer vers le stockage sporadique, ou bien déplacer vers le froid, déplacer vers l'archive. Les données modifiées pour la dernière fois, il y a de cela plus de 5 ans, il faut les supprimer. Voilà. Donc ça, vous devez paramétrer tout ça. Sinon, vous verrez en train de gérer une tension pas possible avec les finances. Parce que ces gars-là, je me dis, chaque fois que l'IT va susciter de l'argent, ils sont toujours les premiers à se plaindre, hein, vous êtes trop budgétivore. Bon, alors que l'IT, c'est un peu le bac, hein, dans l'ombre. C'est parce que l'IT tient, fait son travail, que tout le reste de l'entreprise fonctionne à merveille. Voilà. Et c'est le jour que j'ai un problème, si tu prends des messageries, qu'on dit, mais où sont les informaticiens? Donc, il faut qu'en réalité, vous maîtrisez tout ça et lors d'un projet, vous arriviez, hein, à faire comprendre tout ça et à paramétrer, faire de l'économie. Alors, la réplication des objets blob. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le modèle de réplication lorsqu'on crée un compte de stockage. LRS, ZRS, G, ainsi de suite, tout ça. Il faut savoir que on peut répliquer des données d'une région vers une autre région. Voilà. De manière asynchrone, bien sûr. Ça, c'est nous qui choisissons de faire cette réplication. Mais ça n'a rien à voir avec la réplication automatique qui est opérée, hein, lorsqu'on a défini nous-mêmes le modèle de réplication lors de la création du compte de stockage. Voilà. Donc, je peux avoir des données dans la région 1 que je vais répliquer dans une région 2 de manière asynchrone parce qu'il faut que les données soient disponibles d'abord dans la région 1 avant de les répliquer vers la région 2. Voilà. Comme dans la région 1 que je peux répliquer vers une autre région 3. Voilà. On peut répliquer vers n'importe quelle région.
c'est pas forcément que vous soyez dans des régions pairées. Mais je reviens encore sur le conseil que je donnais. Autant que cela est possible, Agir vous conseille de fonctionner dans une même région. Quand vous partez au-delà d'une région, vous allez solliciter d'autres services. C'est encore de l'argent aussi. Donc, voilà ce qui concerne le blob. Pour la sécurité du stockage, alors, on a d'abord le storage service encryption, qui est le service que Azure utilise pour chiffrer toutes les données qui sont manipulées dans le cadre d'un compte de stockage. Nous avons le airbag qui est utilisé pour sécuriser l'accès sur nos ressources. Donc, du coup, si vous avez un stockage, vous pouvez utiliser le airbag pour définir. Là, ce sont les comptes. Qui peut accéder à ces ressources, bien à ces stockages dans Azure. Il faut toujours utiliser du HTTPS. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque je vous ai montré les URL qui nous permettent d'accéder à nos stockages, ça commence toujours par du HTTPS parce que c'est sécurisé. Ou bien du SMB, la version 3.0 au moins. Alors, le SMB, c'est le protocole qui est utilisé pour faire le partage des fichiers. Donc, quand vous devez utiliser le partage des fichiers, rassurez-vous que vos serveurs utilisent au moins la version 3.0 ou bien même vos PC utilisent au moins la version 3.0. On a Azure Disk Encryption, qui est aussi un autre service qui est utilisé pour chiffrer nos disques. C'est un peu comme le BitLocker. Voilà. Donc, lui va crypter nos disques sur Azure. Le Shared Access Signature, et je vais vous expliquer tout à l'heure. Clé partagée aussi. Et puis, bon, l'accès anonyme au contenu, on a déjà vu. Alors, le Shared Access Signature, bon, en français, c'est clé des signatures d'accès partagé. On a l'habitude d'utiliser, mais le modèle de Azure, c'est le Shared Access Signature. Alors, ça existe aussi chez d'autres fournisseurs. I don't know the name exactly, mais vous avez déjà vu au moins ces gens du réel là. Vous commencez par HTTPS et puis après il y a des codes, voilà. C'est ça qu'on appelle le SAS. Alors, son rôle, c'est quoi? Il va nous permettre de pouvoir partager des données avec des personnes sans que ces personnes n'aient accès à notre stockage. Alors, donc, quand on fait par exemple le partage de données à travers WeTransfer, par exemple, donc l'URL qui est généré là, enfin, c'est le même modèle. On n'appelle pas URL, mais c'est URI. Il y a une différence avec l'URL. Donc, l'URI, c'est l'association de l'URL et puis d'une clé SAS. Voilà. Donc, comment on crée? Donc, tu choisis la clé de signature. L'autorisation, ça peut être en lecture, en écriture, ou même tous les droits. Il faut définir la date et l'heure de début et la date et l'heure de fin. Donc, tu peux dire, bon, Gio, je te donne par exemple accès à ce répertoire qui est sur mon espace Azure le lundi de 8 h au mardi à 8 h. C'est tout. Donc, le Shared Access Signature va générer une URI, c'est-à-dire l'URL plus un token que je vais t'envoyer. Voilà. Et lorsque tu vas cliquer sur l'URI, automatiquement, il va te donner accès à ce répertoire sur mon espace. Lorsque le délai du mardi 8 h est passé, c'est fini. Tu n'as plus accès. Voilà. C'est un peu ça le SAS. Donc, l'exemple qui est là en rouge, je vais vous donner quelques secondes pour lire et puis chacun va me dire ce qu'il comprend dedans. Parce que l'URI contient tout ce qu'on aura défini lors de la création de notre SAS.
hein, la clé, l'autorisation, date de début et heure de début, date d'expiration et heure d'expiration. S'il y a des IP autorisés, le protocole utilisé, HTTP, HTTPS, ainsi de suite. Donc, quand vous regardez ce qui est en rouge là, lisez jusqu'à la fin et dites-moi qu'est-ce que cette URI contient. Quelle est la partie URL? Quelle est la partie token? Et puis dans la partie token, là, quelles sont les informations qui sont dedans qu'on nous, on peut comprendre. Parce que si vous n'arrivez pas à déchiffrer, ce n'est pas l'utilisateur lambda qui va pouvoir le faire. Donc, top chrono. Oui, qui se lance? Bon, moi je vais interroger alors. Tunisia, Allô. oui. Qu'est-ce que tu En- comprends dans le code qui est là? Dans le code, on arrive à lire l'heure de début et l'heure de fin. Du Quelle est coup, l'heure de début? Quelle est l'heure de fin que tu vois? le 11/05/2020 à 18h31 Mhm. au Ça, c'est... 12/05/2020 à Mhm. 2h31. Mhm. Ok, du 43 coup, c'est un secondes. bail de 43 secondes, c'est un bail de 6 heures, c'est ça? Mhm. Ensuite. Euh, ok. Bah, après, je pense que la dernière partie, c'est la clé. Après, je sais pas. J'avoue que là, je sèche. Ok, donc après le... Comment on appelle ça? La date et l'heure de début, date et heure de fin. On a également le protocole. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. On a le protocole, hein. Le protocole qui est utilisé, c'est du HTTPS. Vous voyez? Et puis on a le token. Ok, c'est pas mal, merci. Bon. Le Storage Service Encryption dont je vous ai parlé, c'est le service qui fait le cryptage, le chiffrage des données dans le cadre d'un compte de stockage. Maintenant, il peut arriver, comme je l'ai dit, hein, si vous êtes assez solide, vous avez même une équipe voilà, de développeurs, une équipe d'informaticiens bien aguerris, vous avez vous-même vos propres procédures, vous ne voulez pas utiliser les, par défaut de Microsoft, vous-même vous pouvez, comment je fais dire ça, générer ou bien créer avoir vos propres clés de chiffrement que vous pouvez utiliser. Mais à la différence, c'est que chez Microsoft, c'est une clé AES avec 256 bits. Ça peut évoluer. Si vous choisissez vous-même d'utiliser vos propres clés, vous cochez lors de la création hein, de vos comptes de stockage, type de chiffrement, clé générée par le client. Et puis vous fournissez maintenant hein, cette clé qui sera utilisée pour faire le cryptage, mais le chiffrement de vos données. Voilà. Les bonnes pratiques pour la sécurité du stockage. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, je répète, il faut toujours utiliser du HTTPS pour accéder, pour accéder à vos stockages ou bien pour accéder aux données dans le cas d'un SAS. Voilà. Il faut toujours, dans le cas d'un SAS, faire attention lorsqu'on définit la date et l'heure de fin. Il faut tenir compte hein, des différentes plages horaires. Tout à l'heure, tout ça, tu as dit hein, que
le bail ici, c'est 6 heures. Bon, figurez-vous un instant que j'ai défini ce bail, mais pour quelqu'un qui est au Canada, ou bien qui est sur la côte ouest des États-Unis. Hein. Vous voyez que le temps il va recevoir la notification ou bien le mail, le bail est déjà passé. Donc, il faut tenir compte de ces différentes plages horaires quand on définit la date et l'heure de début et puis date et heure de fin. Voilà, c'est très important. Donc, nous abordons maintenant la partie Azure File qui nous permet de faire le partage des fichiers. Alors, quelle est la différence entre l'objet blob et Azure File? Puis on vient de voir l'objet blob, voilà, qui permet un accès aléatoire des données partout, de faire du streaming, tout type de données. Alors, le Azure File nous permet de faire ce qu'on appelle du lift and shift d'une application vers le cloud. Donc, par exemple, vous avez une application sur un serveur on-prem et vous voulez migrer. Hein, j'utilise le terme migrer pour ne pas utiliser déplacer. Vous voulez migrer cette application vers le cloud. Mais vous ne voulez pas avoir à aller, par exemple, faire des reparamétrages ou bien des réinstallations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Notre serveur on-prem, on va par exemple, bon, si c'est une VM, on va par exemple exporter, avoir la VM sous forme de dossier qu'on va mettre dans un partage de fichiers et puis récupérer depuis Azure. Voilà. Ou bien on va l'utiliser pour partager des données sur plusieurs serveurs. Comme je l'ai dit, vous avez par exemple une ferme de serveurs qui est utilisée pour euh, une application web, un site web. Et que derrière cette ferme-là, on a un stockage partagé et on veut que, par exemple, les utilisateurs, quand ils vont se connecter à notre application web, puissent avoir accès à des images, à des films, ainsi de suite. On peut utiliser la J-File pour partager un dossier qui sera accessible à toutes ces VM. Et puis, sur ce partage, on dépose les données qu'on veut que l'utilisateur utilise. Ensuite, on peut l'utiliser pour stocker des outils de développement. Voilà. Donc, si on a un projet sur lequel travaillent plusieurs personnes, voilà, on peut utiliser le partage du fichier, créer un répertoire partagé et puis stocker toutes les données en rapport avec ce projet de développement-là. Donc, voilà un peu la différence entre le Azure File et le Blob. Voilà. Bien entendu, on peut utiliser l'interface REST pour accéder aux fichiers. Voilà. Comment est-ce qu'on crée notre partage de fichiers sur Azure? Vous créez votre compte de stockage en file et vous partez dans la partie partage de fichiers. C'est la même chose, comme je l'ai dit, à l'identique sur Windows Server On-Prem. Donc, vous choisissez le lecteur. Vous avez de A jusqu'à Z. Ici, on a choisi Z. Soit, vous faites le partage par Active Directory ou bien par clé de compte de stockage. Donc, Active Directory, ça veut dire que euh, votre, votre PC on-prem, vos PC on-prem et votre infra Azure utilisent le même AD. Voilà. Donc, soit vos PC sont dans le même domaine que votre infra qui est sur Azure. Dans ce cas, quand vous cochez Active Directory, ça va fonctionner comme ce qu'on a l'habitude de voir on-prem avec nos serveurs de fichiers. Sinon, vous choisissez la partie clé de compte de stockage. Donc, Azure va générer un petit code qui est là. Et vous copiez ce code-là
que vous venez exécuter sur votre PC on-prem. Et dès que ça s'exécute, automatiquement, le lecteur Z est monté, hein, sur votre PC. Mais pour ce faire, une condition. Il faut que le port 445 soit ouvert sur votre PC. Et le partage de fichiers existe non seulement pour l'environnement Windows, mais aussi pour l'environnement Linux et macOS. Voilà. Là-bas, on ne parle pas de partage, mais on parle de montée. Donc, vous copiez, vous pouvez générer le code. Quand vous partez exécuter, dans la partie Linux, il va monter le lecteur Z. macOS également va monter le lecteur Z. Dans la partie Windows, le lecteur Z va s'afficher ou bien va être mappé. C'est comme ça que ça marche. Alors, une fois que on a fait notre file share et qu'on a partagé, et qu'on a généré le code, on a mappé sur notre PC, dans Azure, on va activer ce qu'on appelle les snapshots sur notre partage. Et les snapshots permettent de pouvoir créer une forme de sécurité, hein, de nos données pour ne pas que si un matin il arrivait quelque chose, on puisse tout perdre. Voilà. Donc les instantanés, les snapshots, on va les paramétrer et selon les paramètres qu'on aura définis, Azure va faire les snapshots. Voilà. Donc, c'est pas conseillé de trop en utiliser parce que si votre partage fait 1 Tera, le snapshot va faire 1 Tera. Donc, plus vous en faites, plus ça consomme de l'espace. Donc, il faut en faire moins. Ou à la rigueur même, privilégier la sauvegarde par rapport au snapshot. Voilà. Alors, le reverse, bon, la suppression réversible pour Azure File. Donc, de la même manière, dans le blob, on peut paramétrer le cycle de vie pour que soit Azure va supprimer les données si on n'en a plus besoin. Dans la partie Azure File aussi, on peut paramétrer la suppression réversible. Voilà. Donc, euh, la suppression réversible, ça ne veut pas dire qu'on veut supprimer, mais ça veut dire que si ça a été supprimé, on puisse récupérer. Voilà. Donc, par défaut, c'est 7 jours, mais vous pouvez paramétrer 20 jours, 30 jours, 100 jours, ça dépend de vous. Ça veut dire que c'est un peu comme la corbeille. Ceux qui connaissent la corbeille Active Directory ou bien la corbeille qui est sur votre PC, voilà. Quand vous supprimez un objet, ça va dans la corbeille jusqu'à ce que vous videz la corbeille. Donc ici, le nombre de jours qui est là, que vous définissez, va définir le TTL, si vous voulez, le délai. Donc du coup, si on reste sur 7 jours, toutes les données qui ont été supprimées dans le cadre de ce partage-là vont rester dans Azure pendant 7 jours. On pourra les récupérer. Mais au-delà de 16 jours, Azure les supprime définitivement. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, on a la possibilité de paramétrer jusqu'à 365 jours, disons un an. Sorry. Donc, voilà. Pour le Azure File, on peut activer la suppression réversible. Les données supprimées peuvent être récupérées dans l'espace, hein, du temps qui a été défini. Au-delà, suppression définitive. Oui, Excusez-moi. oui. J'ai une question par rapport à l'implémentation de la suppression réversible. Est-ce qu'il y a un volume ou un nombre de gigas ou enfin un volume maximum au-delà Non, non, duquel c'est comme une corbeille, il y a un moment où ça va euh, saturer ou pas, on peut mettre autant qu'on veut non, non, il n'y de a pas de connexion. saturation. Je vous l'ai dit, je le répète, Azure, c'est nos limites. Voilà. Vous pouvez utiliser autant de stockage que vous voulez. La seule condition, c'est que vous ayez assez de moyens pour payer. C'est tout. Voilà. Azure ne va pas vous dire non, vous limitez votre stockage. Le seul cas
où on peut limiter le stockage, c'est sur les VM. Lorsqu'on crée une VM, on peut définir la taille du disque. C'est tout. Mais au-delà de ça, dans le cadre des comptes de stockage, non, on ne définit pas de borne. Voilà. Mais si vous avez des pétas ou je ne sais pas quoi, voilà. Tant que votre souscription peut supporter, voilà. Azure n'a pas de problème à ce niveau. Alors, on a un outil qu'on appelle le file. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français. En français, c'est l'explorateur de stockage. Storage Explorer, voilà. C'est gratuit. Vous partez sur Google, vous tapez euh, Azure Storage Explorer, téléchargez. Vous pouvez l'installer sur votre PC. Il vous permet de vous connecter directement à votre souscription Azure et de voir tout ce que vous avez comme stockage. Donc, si vous avez créé des blogs, des files share, les conteneurs que vous avez créés, les tables, vous verrez tout ce que vous avez comme stockage dans Azure. Tous les comptes de stockage que vous avez créés et le contenu aussi. Même les fichiers que vous avez stockés, tout à travers le Storage Explorer. Donc, ça veut dire que si vous voulez manipuler votre stockage dans Azure, c'est pas obligé forcément de vous connecter euh, au portail, hein, par l'interface web, mais depuis l'outil Azure Storage Explorer, depuis votre PC, vous pouvez le faire. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez aussi euh, copier des données depuis le Storage Explorer. Voilà. Donc, vous pouvez créer, supprimer, afficher, modifier des ressources de stockage depuis le Storage Explorer. Afficher, modifier des blocs, files d'attente, table, fichiers, stockage, Cosmos, database, tout. Vous pouvez obtenir des clés de signature, les SAS qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le Storage Explorer est disponible pour Windows, Mac et Linux. Donc, c'est un outil très important que vous pouvez utiliser. Alors, ainsi prend fin notre module 7. Vous aurez un lab avec 3 tâches. Donc, créer, configurer des comptes de stockage. Bon, on a vu ça le premier jour, mais vous allez reprendre. Créer, configurer un stockage en blob. Le blob sera utilisé pour presque tous les types de données, comme je l'ai dit. Et le type qui sera beaucoup utilisé, c'est le General Purpose V2. N'oublie pas ça. Voilà. Et quand on crée un compte de stockage en blob, la première des choses à faire, c'est de créer des conteneurs. Parce que c'est à l'intérieur des conteneurs qu'on va stocker les données. Et quand on crée un conteneur, on peut définir le niveau d'accès privé, objet blob, objet conteneur. Et les objets blob qu'on met dedans, on peut définir également leur niveau d'accès. Hein, niveau le plus élevé, sporadique, froid, archive, ainsi de suite. Ensuite, dans le blob, on peut définir également le cycle de vie, hein, où on peut dire, bon, si mes données font tel nombre de jours, il faut les déplacer pour les envoyer sur tel type de stockage. Au-delà de ça, il faut faire ceci, ainsi, cela. Tout ça, on vient de voir, vous avez la possibilité de l'expérimenter à travers ce lab. Voilà. Et puis, vous allez aussi créer, configurer le stockage de fichiers Azure sécurisé. Très important. Donc, merci beaucoup. Et il est exactement 9h42. Excuse-moi, j'ai une question. Oui, vas-y. En fait, c'est juste par rapport à l'authentification. Est-ce que c'est quoi les différents types